Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose dont je vous ai déjà souvent parlé, mais il me semblait essentiel aujourd'hui d'y revenir et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque l'on parle de naturopathie, on pense forcément à monsieur Pierre-Valentin Marchesseau, le docteur Pierre-Valentin Marchesseau, qui est la personne qui a ramené, qui a traduit dans tous les sens du terme, la naturopathie américaine et l'a, entre guillemets, améliorée pour qu'elle corresponde à la France. Et puis il a ouvert différentes écoles et le mouvement dit naturopathique était en marche en France. Pierre-Valentin Marchesseau, c'est 1920-1930, en tout cas c'est il y a un siècle. On faisait de l'hygiénisme qui fonctionnait très bien et qui peut encore fonctionner aujourd'hui. Donc la naturopathie se base sur l'hygiénisme. Néanmoins, vous entendez bien, c'était il y a un siècle. Il y a un siècle, il n'y avait pas les pollutions qu'il y a actuellement, il n'y avait pas les stress qu'il y a actuellement. Bien sûr qu'il y en avait, mais c'était complètement différent. Il y a un siècle, on avait des sols qui étaient riches, on avait des eaux qui n'étaient pas polluées, on avait de l'eau de source qui était de qualité. Lorsque l'on mangeait une pomme, on avait des apports de vitamines, de sels minéraux, d'hydrates de carbone, etc., etc. Aujourd'hui, on sait, plusieurs études ont démontré qu'il faudrait qu'on mange à peu près 20 oranges pour avoir l'équivalent d'une orange d'il y a un siècle, justement, de l'époque de monsieur Pierre-Valentin Marchesseau. Alors, j'ai été une naturopathe hygiéniste pendant très longtemps. Et j'ai réussi, grâce à vous, chers consultants, à faire plein de choses grâce à l'hygiénisme. Néanmoins, depuis quelques années aujourd'hui, je dois reconnaître que je me suis pliée aux compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce que justement, même si vous avez la meilleure des nourritures, si vous faites vous-même votre jardin, qu'il n'y a pas de pesticides, d'herbicides, etc., on a des sols qui sont de plus en plus pauvres. On a de l'eau qui est de plus en plus polluée, de moins en moins bonne qualité. Il faut absolument filtrer votre eau. Et on a surtout, en plus des pollutions, en plus de tout, entre guillemets, ces additifs qu'on retrouve partout, en plus de tous ces organismes génétiquement modifiés, eh bien on rajoute tous les stress qui existent, même si on vit au milieu des Cévennes, au milieu du Cantal, eh bien il y a du stress dans notre vie, même si on essaye de s'y échapper. Et donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, eh bien l'hygiénisme, pour moi, a besoin d'aide. Et il a besoin d'aide avec des compléments alimentaires. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est comme tout le reste. Ça suit la mode, c'est-à-dire que au départ, il y avait très peu de laboratoires. Il y avait des herboristes qui fabriquaient des tisanes, des poudres, des mélanges. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'argent là-dessus. Et donc, eh ben, évidemment, on a surfé et on a une explosion des compléments alimentaires et des laboratoires qui proposent des compléments alimentaires. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que j'ai une petite discussion sur le réseau professionnel LinkedIn qui m'a fait voir le pharmacien sous un angle différent. C'est-à-dire que suite à une recherche de quelle est finalement la forme de la plante la plus active, on a échangé à je ne sais plus combien de personnes et je me suis rendu compte qu'en fait certains pharmaciens, je ne fais pas de généralité, certains pharmaciens s'en foutent complètement de ce qu'il y a dans le complément alimentaire. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une forme active de la plante. Donc effectivement, la forme active de la plante va être très importante. Néanmoins, et c'est le sujet de la vidéo, les additifs, les excipients comme on les appelle, parce que les excipients finalement c'est les additifs. Les additifs c'est ce que vous avez dans l'alimentation, que vous avez, on peut les appeler comme ça aussi dans vos cosmétiques, dans tous les produits d'hygiène, etc. Eh bien les excipients c'est les additifs, mais c'est le terme qu'on va utiliser pour les compléments alimentaires. Ce qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est que c'est un budget, c'est de l'argent, et que beaucoup de gens surfent là-dessus, et qu'on se retrouve avec des compléments alimentaires qui sont peut-être pas forcément chers, mais qui du coup sont quand même de l'argent jeté par la fenêtre, parce qu'il n'y a aucun principe actif dedans.
Deuxièmement, alors on ne parlera pas des principes actifs aujourd'hui, c'est pas le rôle de la vidéo. Deuxièmement, il y a énormément d'excipients à l'intérieur et des excipients qui peuvent, comme toujours, c'est l'histoire de l'effet cocktail, peuvent avoir des actions au niveau de votre corps si vous les prenez souvent. Alors, on sait aujourd'hui que l'on a à peu près 93% des compléments alimentaires qui ont des excipients. Des excipients qui sont là en général pour hydrater, pour éviter d'agglomérer, pour donner un arôme, pour... comment je pourrais vous dire, tout simplement la gélule est un excipient, par exemple. On sait aussi que donc 93% des compléments alimentaires ont des excipients. On sait aussi que 5% du produit bio a le droit de ne pas être bio dans un complément alimentaire. On sait par exemple que on retrouve des organismes génétiquement modifiés, ce qu'on appelle des OGM, dans les compléments alimentaires. Donc lorsque vous allez acheter un complément alimentaire, faites attention de ne pas trouver les différents excipients que je vais vous citer. Alors j'en ai choisi quelques-uns, j'ai mon petit papier et je vais essayer d'être la plus claire possible, surtout de vous donner les termes exacts. C'est la place, le pourcentage d'excipients dans le complément alimentaire qui vous dira n'en prenez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de choix, il y a tellement de laboratoires que là aussi, vous devez redevenir consommateur et vous devez impérativement ouvrir les yeux, ne pas suivre aveuglément le pharmacien, la conseillère en magasin bio, votre médecin traitant, votre naturopathe, votre thérapeute, etc., etc., voire pire, des publicités sur les réseaux sociaux, etc. Ouvrez les yeux, lisez ce qu'il y a à l'intérieur, voyez déjà si c'est très clair. Est-ce que le fabricant prend la peine d'écrire le nom de l'excipient ou pas? Et entre deux produits, eh bien, vous allez choisir celui qui a le moins d'excipients. S'il y a peut-être moins de principes actifs dedans, ben vous prendrez 2 gélules à la place d'en prendre une, mais au moins vous n'aurez pas les excipients. Pourquoi? Parce que les excipients, ce sont des produits qui ont des risques au long cours. C'est-à-dire, je vous dis bien que c'est une histoire d'effet cocktail. On va prendre celui qui est le plus connu, celui qu'on retrouve tout le temps, c'est le fameux stéarate de magnésium. Alors le stéarate de magnésium, entre guillemets, il porte mal son nom parce qu'il n'y a pas de magnésium à l'intérieur. Le stéarate de magnésium, en fait, ça vient en général d'huile hydrogénée. Donc huile hydrogénée, ça veut dire du mauvais gras déjà. On l'utilise en général comme anti-agglomérant, comme épaississant, comme lubrifiant. Et on a remarqué qu'il pouvait bloquer les lymphocytes T, c'est-à-dire votre système immunitaire adaptatif, celui qui est là lorsqu'il se passe quelque chose d'important. On sait aussi que le stéarate de magnésium, je vous rappelle qu'il n'a strictement rien à voir avec du magnésium, c'est là où il faut aussi ouvrir les yeux et les oreilles, eh bien il va diminuer la fonction du système digestif et lorsqu'il se transforme dans votre corps, justement dans votre estomac, si les gélules ne sont pas gastro-résistantes, eh bien il peut former des formaldéhydes. Formaldéhyde, c'est entre guillemets un dérivé du formol. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Le stéarate de magnésium, s'il n'est pas noté stéarate de magnésium, si... vous savez que les vendeurs de compléments alimentaires suivent aussi les informations, entre guillemets, et savent qu'on va chercher ça, eh bien, ils vont mettre un numéro. Alors, le numéro du stéarate de magnésium, pour ça, je regarde mon petit papier, c'est le E572. Donc, quand vous voyez E572, c'est du stéarate de magnésium, et vous savez aujourd'hui ce qu'il est possible d'avoir comme conséquence avec le stéarate de magnésium. Ensuite, on a choisi la maltodextrine. Alors, quand je dis on, c'est moi. La maltodextrine. La maltodextrine, normalement, ça vient de la fécule de la pomme de terre. Néanmoins, on sait aujourd'hui que pour que ça coûte moins cher, ça vient plutôt du maïs. Et très souvent, ça vient du maïs qui a été ogémisé. Le but de la maltodextrine, c'est un arôme alimentaire, en fait, c'est un agent de charge qui va être là pour éviter de nouveau que ça s'agglomère, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de rôles pour cette maltodextrine et on en retrouve partout. Le problème, c'est que comme ça vient au pire du maïs, au mieux de la pomme de terre, il y a un risque d'augmentation de la glycémie.
Imaginez que vous prenez un complément alimentaire que vous devez prendre le matin, le midi et le soir, et que vous êtes diabétique sans le savoir. Eh bien, vous prenez un complément alimentaire en pensant faire bien, et finalement, vous vous retrouvez avec une glycémie qui augmente et vous demandez pourquoi. Eh bien, c'est la fameuse maltodextrine. Ensuite, on sait que cette maltodextrine, elle a un pouvoir, c'est d'augmenter l'adhérence des bactéries. C'est-à-dire que, admettons, comme tout le monde, hein, vous avez de l'Escherichia coli dans votre vessie, vous avez de l'hélicobactère dans votre estomac, vous avez du staphylocoque doré au niveau de votre nez. Eh bien, ces bactéries-là vont pouvoir mieux adhérer, vont pouvoir mieux se développer et vous allez créer de l'inflammation, entre guillemets, de bas grade, puisque votre système immunitaire va être en contact avec ces bactéries qui restent là en permanence. Maintenant, on a aussi, par exemple, l'amidon, le lactose. Ça aussi, c'est des agents, des excipients, des agents de charge. Le souci, c'est que tous ces excipients, qu'on les nomme E500 quelque chose, E300 quelque chose, etc., c'est qu'au bout d'un moment, ils vont créer des allergies, ils vont créer des intolérances, alors que vous prenez un complément alimentaire pour lutter contre tout ça. Et puis, si dans votre gélule, vous avez de la maltodextrine, vous avez du céarate de magnésium, vous avez du dioxyde de silicium. Le dioxyde de silicium, c'est E551, c'est un anti-moussant. Si vous avez du talc, par exemple, alors vous savez que le talc, en fait, c'est de la poudre, ok, vous allez me dire, tout ça, c'est naturel. Sauf que c'est de la poudre, on sait aujourd'hui que dans le talc, alors c'est quand on le renifle, effectivement, qu'il y a un risque, donc c'est plutôt les personnes qui préparent les gélules, mais pour nous, on sait qu'on a retrouvé dans certaines gélules, dans le talc de la gélule, de l'amiante, par exemple. L'amiante, c'est quand même quelque chose qui est cancérigène. Le talc, on le prend souvent pour lubrifier, entre guillemets. Donc le talc, c'est E555. 553, pardon. Mais on peut retrouver aussi du carbonate de sodium, du carbonate de calcium. Alors, on voit sodium, on voit calcium, on se dit super. Mais par exemple, le carbonate de sodium, c'est des cristaux de sodium. Donc c'est une sous-famille de la soude. C'est E500. Le carbonate de calcium, on se dit c'est du calcium, c'est super génial, sauf que ce E170, eh bien, vous savez que dans le corps, les oligo-éléments sont en équilibre. Si vous apportez beaucoup de calcium, vous risquez beaucoup, 3 gélules par jour, 6 gélules par jour sur un temps infini, ça peut être beaucoup de calcium puisque ce sont des oligo-éléments et qu'on en a besoin de très peu par jour. Eh bien, vous allez mettre en déséquilibre toute l'homéostasie des sels minéraux et notamment celui du magnésium. Donc, vous voyez qu'en fait, ces compléments alimentaires, 93%, je vous le dis quand même parce que c'est super important, 93% des compléments alimentaires contiennent des excipients. Donc, oui, c'est à la mode. Oui, aujourd'hui, on a une alimentation et surtout beaucoup de xénobiotiques, de stress, de pollution, etc., qui font qu'on a des besoins qui sont accrus sur les vitamines, les sels minéraux, voire à un certain moment de la vie sur des plantes. Eh bien, aujourd'hui, on a le choix. On a le choix. Il y a, comme au supermarché, comme dans le choix de votre assureur, dans le choix de votre centre de vacances, etc. Vous avez le choix. Donc, redevenez là aussi des consommateurs et choisissez un complément alimentaire dans lequel il ne va pas y avoir d'excipient. Donc, apprenez à lire les étiquettes et à partir du moment où, entre guillemets, il y a un excipient à l'intérieur, eh bien, pour moi, c'est du transformé, de l'ultra transformé, donc je n'achète pas. Vous avez assez de choix pour acheter quelque chose qui ne contient pas d'excipient parce que il faut savoir que c'est possible. On peut faire sans excipient. Par contre, aujourd'hui, et je vais finir ce par quoi j'ai commencé, je pense que la naturopathie hygiénisme, c'est bien, c'est la base, il faut le faire, il faut apprendre à manger, il faut apprendre à respirer, réapprendre à manger, réapprendre à respirer. Il faut remettre du mouvement dans sa vie. Tout ça, c'est de l'hygiénisme. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'avec une purge à l'huile de ricin, qu'avec un lavement au café, qu'avec un pied dans l'eau chaude, un pied dans l'eau froide, on arrive aider notre corps autant qu'il le faudrait. Donc, aujourd'hui, oui à l'hygiénisme, mais oui aussi au complément alimentaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses où il faut forcément se complémenter. En exemple, je pourrais vous donner le magnésium. Pour ça, je vous laisse retourner voir la vidéo très complète sur les différentes sortes de magnésium et lequel je dois prendre pour faire quoi.
Et donc, je n'achète pas de stéarate de magnésium parce que ce n'est pas du magnésium, c'est du gras hydrogéné. Donc, j'achète du bon magnésium. Je pense qu'il est important, une fois par an, de se faire, sous quelque forme que vous voulez, une cure de vitamines et de sels minéraux. Donc, on choisit une bonne synergie, une synergie où il n'y a aucun excipient à l'intérieur. Et à partir de 45 ans, le corps vieillit en naturopathie. C'est pour ça que j'aime bien connaître par cœur le fonctionnement du corps humain. Alors, c'est à partir de 35 au niveau de l'estomac, c'est en général à partir de 45 sur le corps, quel que soit, entre guillemets, notre état de santé, c'est-à-dire même si vous êtes en excellente santé, même si, comme moi, on a 52 ans et on n'est pas ridé et on est en pleine forme, etc., etc., bien, votre corps, il y a un vieillissement physiologique. Et ce vieillissement physiologique, eh bien, en fait, il faut, entre guillemets, le complémenter, il faut le compenser. Et je pense notamment aux oméga 3. Les oméga 3, normalement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les oméga 3, ils viennent du monde, entre guillemets, végétal, ce qu'on appelle les ALA. Et puis, petit à petit, il va y avoir des cascades chimiques qui vont nous permettre de retrouver ce qui est essentiel, c'est-à-dire les EPA et les DHA. Parce que ces oméga 3, ces formes d'oméga 3 vont nous créer ce qu'on appelait à mon époque des prostaglandines. Aujourd'hui, on a changé le nom, mais franchement, on s'en fout parce qu'en plus, c'est un nom qui est imprononçable. Donc, je vais rester sur les prostaglandines. Les prostaglandines ont un rôle hyper important comme médiateur chimique dans notre corps. À partir de 45 ans, il y a 2 cascades qu'on ne peut plus faire. Et à partir de 65, il y a celle qui nous envoie jusqu'au DHA qu'on ne peut plus faire du tout. Donc, vous pourrez manger toutes les algues que vous voulez, tous les poissons que vous voulez. Et aujourd'hui, moi, je ne mange plus de poisson. 1, parce que ça coûte cher. 2, parce que finalement, le poisson, ça m'amène plus de poison qu'autre chose. Donc, si j'ai l'opportunité d'être en vacances dans un pays où on pêche le poisson, que je le mange frais et que c'est une zone qui n'est pas très polluée, je vais manger du poisson. Sinon, toute l'année, je ne mange pas de poisson. Je prends des huiles de première pression à froid, mais ces huiles de première pression à froid, par exemple, que ce soit le colza, du noix, du lin, etc., ça reste des ALA, ça reste du monde végétal. J'ai 52 ans, je ne suis plus capable de les transformer en EPA, DHA. Donc, 2 fois dans l'année, j'achète des oméga 3 de très grande qualité pour pouvoir avoir au minimum, et c'est ça qu'il faut regarder, dans votre gélule, au minimum 400 mg dans une gélule de DHA. L'EPA sera un peu moins important, et si vous avez au moins déjà 250 mg, ça sera super. Donc, le but de cette vidéo, c'est de certainement pas vous dire il faut prendre tant de milligrammes pour tant de choses, etc., etc. Je vous ai déjà dit, par exemple, pour le magnésium, en général, on prend son poids, on multiplie par 6. Pour la vitamine D, on prend son poids, on multiplie par 50. Ça nous donne un chiffre en unité internationale. Le magnésium, on le prend 3 fois dans la journée, c'est mieux. Si on achète un complément alimentaire sans excipient et qui nous dit qu'on doit le prendre qu'une seule fois par jour, on va le prendre le soir. La vitamine D, on la prend le soir, pendant le repas, où il y a du gras. S'il n'y a pas de gras dans notre repas, 1, c'est une erreur. 2, vous pouvez le prendre dans une cuillère à café ou une cuillère à soupe de bonne huile, mais ne comptez pas sur cette huile-là pour vous apporter des oméga 3. Vous allez récupérer que 0,2% d'oméga 3 EPA DHA avec de l'huile ALA, et ça, c'est en plus en fonction de votre âge. Donc les oméga 3, on prend plutôt 3 fois dans la journée. Le magnésium, on prend plutôt 3 fois dans la journée. La vitamine D, on la prend plutôt le soir. Vous savez que les compléments alimentaires, c'est à un certain moment, c'est en fonction de la saison, c'est en fonction de votre tempérament, c'est en fonction de votre état de stress, de votre vie privée, de votre vie professionnelle, de votre sédentarité, le fait que vous fassiez peut-être du sport en exergue, etc., etc. Ça dépend de l'endroit où vous habitez, ça dépend de l'état de votre microbiote. Et puis la forme chimique va dépendre justement de l'état de votre système digestif. Imaginez que vous dépensez 100 € dans un complément alimentaire et que vous ayez un intestin qui est poreux. Finalement, ça ne sert à rien. Donc, le but aussi, c'est de ne pas faire de généralité, puisque en fonction de tout ce que je viens de vous dire, le complément alimentaire va être différent. Ce que je veux que vous entendiez aujourd'hui, c'est que naturopathie hygiéniste, oui, bien sûr, c'est la base. Certaines choses, je pense, sont dépassées et ne suffisent plus à aider notre corps parce qu'on a des agressions qui ont été démultipliées aujourd'hui par rapport à il y a un siècle lorsque P.V. Marchessault nous a traduit la naturopathie américaine et l'a mis en place en France. Donc le naturopathe aujourd'hui, quelque part, déjà pour lui, s'il connaît bien le fonctionnement du corps humain, eh bien il prend des compléments alimentaires et dans certaines situations, il est obligé de conseiller des compléments alimentaires.
Bien entendu, lorsque vous êtes consultant, vous avez le choix. Faites aussi le choix de savoir si la personne qui vous conseille des compléments alimentaires, quelle qu'elle soit, votre ostéopathe, votre médecin chinois, votre conseillère en magasin bio, votre pharmacien, etc. Faites attention. Faites attention, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors moi je suis health-practiqueur, on n'est pas beaucoup en France à être health-practiqueur et je peux vous dire que tous les jours, mais vraiment tous les jours. C'est-à-dire que là c'est toujours pareil, j'ai plein de preuves, donc pour ceux qui veulent, je vous les donne. J'ai au minimum un message d'un laboratoire qui veut me rencontrer pour que je puisse conseiller ces compléments alimentaires. Et ben ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que je choisis le laboratoire avec lequel je veux travailler et je choisis un laboratoire qui est français, un laboratoire qui n'a aucun excipient, dont je connais la source, qui est capable de me donner le moment où il a cueilli la plante, où est-ce qu'il l'a cueilli, comment il l'a cueilli, est-ce qu'il l'a broyé, est-ce qu'il l'a chauffé, etc., etc. Donc c'est moi qui choisis le laboratoire. Maintenant, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucun laboratoire. Quelquefois, parce que j'ai conseillé certains compléments alimentaires, j'appelle le laboratoire et j'en prends pour moi ou j'en demande, ça c'est le deal, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ou parce que je vais avoir besoin d'avoir 2 ou 3 compléments alimentaires et que ça peut dépasser un certain budget, eh bien je vais demander au laboratoire de l'offrir aux clients. Voilà le seul conflit d'intérêt que j'ai. Maintenant, posez-vous la question. Moi, je connais des collègues qui travaillent notamment avec un laboratoire qui commence par un T. Ce laboratoire reverse 50%. Je connais d'autres laboratoires qui reversent jusqu'à 30-40% à chaque fois que vous conseillez parce qu'on va donner un numéro. Donc c'est vrai que pour avoir accès à certains laboratoires, les thérapeutes, puisque ce sont des laboratoires qui ne sont pas grand public, donnent un numéro. Maintenant, voyez derrière. Est-ce que ce numéro va permettre à votre thérapeute, quel qu'il soit, même votre médecin généraliste, puisque aujourd'hui, moi j'ai des consultants qui viennent, qui prennent des compléments alimentaires, qui sont conseillés par le généraliste, par l'endocrino, etc., etc. Et quand je vois le complément alimentaire, ça me fait quand même peur, parce qu'on retrouve justement tous ces excipients. Donc, redevenez acteur, voyez qu'il n'y ait pas non plus de conflit d'intérêt là-dessus, puisque le complément alimentaire, c'est comme le bio, c'est comme plein de choses, c'est un effet de mode, donc tout le monde surfe dessus, et tout le monde, entre guillemets, veut prendre une part du gâteau. Donc, ouvrez les yeux, faites attention, regardez les excipients. S'il y a des excipients, ne prenez pas. Il existe des laboratoires qui font des compléments alimentaires sans excipients. Le prix, c'est bien, mais vous comprenez bien que si vous achetez, avec le cheveu sur la langue, c'est difficile. Si vous achetez un complément alimentaire qui contient 200 gélules et que vous le payez 5 € dans un magasin bio ou dans une pharmacie, que ce magasin bio, cette pharmacie, se fait déjà 40% là-dessus. Vous imaginez combien, entre guillemets, c'est même pas le distributeur, hein, c'est l'intermédiaire, a pris dessus, quel prix était. Et le distributeur, finalement, il le vend à combien. Donc, vous pensez vraiment qu'il va y avoir du principe actif dans votre complément alimentaire ? Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que le complément alimentaire doit coûter 100 €. Parce que là aussi, il y a aujourd'hui beaucoup de certifications qui vous permettent de savoir que le complément alimentaire est de qualité. Je pense notamment à ça pour les oméga 3, les fameux EPAX, etc., qui vous disent que les oméga 3 que vous prenez ne sont pas clafis en fait de cochonneries, parce que du coup, ça ne sert à rien non plus. Donc, oui à la naturopathie hygiéniste, oui au complément alimentaire. Le complément alimentaire ne peut pas toujours être un champignon, parce que le champignon, ça fait pas tout. C'est super génial, mais ça fait pas tout. Pensez aux sels minéraux, pensez aux vitamines. Tout ça, ça va vous redonner ce que vous devriez normalement retrouver dans votre nourriture et qu'on ne peut plus avoir parce que les sols sont hyper pauvres, parce qu'il y a des pluies acides, parce qu'il y a des pollutions, parce qu'il y a des eaux qui n'apportent plus les sels minéraux qu'il faut, etc., etc. Donc, ouvrez les yeux, achetez vraiment avec le même côté critique que vous le feriez sur l'état de vos tisanes, sur vos œufs, sur votre viande, etc., etc. Il vaut mieux ne pas en prendre souvent, mais en prendre de qualité, comme pour l'alimentation. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai essayé d'avoir des chiffres un peu corrects. Pour ça, j'avais mon petit papier. Mais en tout cas, ouvrez les yeux. Là aussi, redevenez un consommateur et acceptez, vous aussi, très chers collègues,
que la purge à l'huile de ricin, le lavement au café, ben, c'était bien, mais c'était bien il y a 20 ans, et que aujourd'hui on a besoin de plus que ça, mais qu'on n'est pas obligé de se faire de l'argent sur le dos de nos consultants. Prenez soin de vous, à bientôt.